Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérôme Billet, alors je suis le délégué général de France Innovation, ravi de vous accueillir pour ce webinaire consacré à un des dispositifs d'Horizon Europe qui s'appelle l'accélérateur EIC et on va faire un focus sur l'étape 1. C'est un webinaire qui est animé par le PCN dont je fais partie, donc le point de contact national EIC Accelerator Horizon Europe qui est rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Par défaut, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, vos webcams ainsi que vos micros sont coupés, ce sera le cas sur l'intégralité de la session. Pour ceux qui sont rodés à nos webinaires, sachez que vous avez possibilité, bien entendu, de poser vos questions par l'écrit. Vous avez un petit chat qui s'offre à vous, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On tâchera, puisque je ne suis pas tout seul, j'ai dit on, puisqu'il y a Gorka qui m'accompagne également sur cet exercice-là, qui est coordinateur du PCN-EIC Accelerator. On tâchera de répondre à l'intégralité de vos questions en fin d'intervention. Le webinaire est enregistré, ce qui veut dire que vous recevrez au cours de la journée un email avec le lien vers le support de présentation ainsi que le lien vers le replay. Méfiance, l'email peut se glisser dans vos courriers indésirables, donc n'hésitez pas à consulter vos spams au cas où. Alors, ce dispositif, excusez-moi, je suis allé un peu vite, voilà. Le PCN-EIC Accelerator, on va entrer dans le mécanisme. Le PCN-EIC Accelerator, c'est une équipe, on est plusieurs, donc il y a Gorka Gorazureta, qui est 100% consacré à cette mission au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Carole Miranda, qui est ministère de la Recherche et ANRT, tout comme moi je suis ministère de la Recherche, ASRC et France Innovation, c'est que j'ai une partie de mon temps qui est consacrée à cette mission de point de contact national EIC Accelerator, tout comme Christian Dubarry, Gilles de Cogen et Emilio Carrera Félix, qui quant à eux sont avec une casquette également BPI France. Vous avez l'adresse générique du PCN, donc n'hésitez pas s'il y a des questions suite au webinaire, si vous avez des questions sur l'utilité de votre projet, enfin que sais-je, on le verra, ça bien entendu un peu plus tard. N'hésitez pas à envoyer vos messages. Il y a également le compte LinkedIn qui nous permet d'être réactif. Parfois, il peut y avoir des questions sur les dates de remise des dossiers, des modifications quelconques. C'est surtout sur LinkedIn qu'on va communiquer pour être très réactif. Et vous avez la possibilité également de vous inscrire sur la liste relais qui vous permet d'être régulièrement informé de l'actualité de l'EIC Accelerator. Et se rajoute à l'EIC Accelerator un autre dispositif qui a vu le jour en 2025, qui est l'EIC Step Scale Up, qui est sur des tickets beaucoup plus importants, puisque le fonds EIC, qui est le vecteur d'investissement, peut aller jusqu'à 30 millions d'euros. Voilà, donc de 10 à 30 millions d'euros. On a fait d'ailleurs un webinaire consacré à ce dispositif EIC Step Scale Up. Si jamais vous l'avez loupé et qui vous intéresse, sachez qu'il suffit de nous envoyer un email. On vous fera passer le lien vers le replay. Alors, avant de rentrer dans l'EIC Accelerator en tant que tel, un petit rappel sur Horizon Europe. Alors, Horizon Europe, c'est le programme communautaire qui couvre la période 2021-2027. Donc, on est en cours de programmation sur un budget global qui est supérieur à 90 milliards d'euros sur cette période-là. C'est pas par an, c'est sur cette période-là. Et l'EIC Accelerator se situe au sein du pilier 3, au sein du Conseil européen de l'innovation, puisque d'entrée de jeu, j'ai parlé de l'EIC, ou EIC, version un peu francisée, mais en fait, c'est tout simplement European Innovation Council, version traduite par Conseil européen de l'innovation. Donc, l'EIC Accelerator se situe au niveau du pilier 3. Vous n'êtes pas obligé de retenir cette information-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà de l'EIC Accelerator, qui est un mécanisme d'Horizon Europe, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être d'autres dispositifs, notamment au cœur du pilier 2. Vous avez tout ce qui est projet collaboratif, thématique, c'est-à-dire des appels à projets qui sont lancés, thématique. Donc, il faut être dans les clous en termes de thématique. On est sur un format collaboratif imposé, à minima 3 organisations dans 3 pays États membres ou associés, alors que sur le EIC Accelerator, on va le voir, on est sur des projets monobénéficiaires. Donc, on va parler uniquement, et c'est un choix bien entendu éditorial, on va parler uniquement de l'EIC Accelerator, mais il existe d'autres opportunités dans ce qu'on appelle les clusters, ici c'est indiqué pôle, dans le pilier 2, et il y a également d'autres poches de financement qui peuvent vous intéresser, on ne traitera pas aujourd'hui. Alors, Horizon Europe, je l'ai évoqué, 95 milliards. Les différents piliers, nous, on va parler que d'un instrument dans le pilier 3, Horizon Europe Innovante, avec ses 10 milliards d'euros sur la période de programmation. L'EIC Accelerator, on y vient. Alors, l'EIC Accelerator, ça doit être vu comme un instrument de soutien financier, mais pas que, puisqu'il y a également des services d'accompagnement qui s'offrent aux lauréats et parfois pas qu'aux lauréats. Donc l'accompagnement sur des salons internationaux, de la mise en relation avec des investisseurs, également des contacts avec des grands comptes. Donc régulièrement, ils organisent des journées de rencontres entre des lauréats et des grands comptes. Il y a également une activité de coaching qui est proposée. Et sur le volet financement, mais on aura l'occasion d'y revenir, on est sur un financement en subvention et ou avec de l'investissement. Clairement, le dispositif EIC Accelerator est
tourne autour d'un financement qu'on appelle blended, c'est-à-dire un mix entre de la subvention qui peut aller jusqu'à 2,5 millions d'euros et un investissement qui peut aller jusqu'à 10 millions d'euros. Mais on a aussi la possibilité de demander que la subvention, c'est des cas beaucoup plus rares. Statistiquement, on est quand même beaucoup plus sur des lauréats qui sont dans cette dimension blended, donc du dilutif et du non dilutif. Et point important, contrairement aux dispositifs régionaux ou nationaux que vous avez peut-être l'habitude de manipuler, il n'y a pas de condition de fonds propres sur le volet subvention. Alors, qui est éligible au dispositif EIC Accelerator? On parle ici de statut PME au sens communautaire du terme, sachant qu'il existe un guide de l'utilisateur pour la définition de la PME, parce que ça ne s'arrête pas au nombre d'employés, au chiffre d'affaires, et ça s'intéresse aussi aux liens de dépendance vis-à-vis d'autres organisations, si jamais il y a des investisseurs type corporate chez vous, ou des corporates directement dans votre société, ça a forcément une incidence sur est-ce que j'ai encore le statut PME. Et il y a également une souplesse qui est proposée sur les PME de moins de 500 salariés. Mais on est bien sur statut de PME et très majoritairement, les entreprises qui candidatent à l'EIC Accelerator et qui sont lauréats de l'EIC Accelerator, ce sont des startups. Il y a une notion de sécurité économique, on traitera ça un peu plus tard. Projet ATRL 6, alors pour ceux qui ont peut-être participé à des webinaires les années antérieures, puisque l'EIC Accelerator existe sous cette forme-là depuis 2021, depuis le lancement du programme Horizon Europe, il y a eu du changement, c'est impérativement candidater à minima TRL 6, donc ça veut dire candidater à minima TRL 6, ça veut dire que j'ai atteint tous les objectifs du TRL 5. Bien entendu, rien ne vous empêche, ça c'est à minima, rien ne vous empêche de candidater à TRL 7. On envoie des dossiers qui se positionnent à TRL 7. Mais il faut à minima avoir validé l'intégralité du TRL 5. Il n'y a pas une preuve sur pièce à apporter, on va être plutôt sur une collection de faisceaux d'indices, c'est-à-dire autrement, pour le dire autrement, vous n'allez pas arriver avec un document certifiant par un tiers que vous êtes à TRL 6 ou TRL 7. Non, ça va être des différents faisceaux d'indices qui s'offrent à vous. Si jamais vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'échelle de TRL qu'on ne trouve pas toujours dans tous les secteurs, on a mis là à disposition une des ressources qui nous paraissent assez précieuses, des échelles de TRL génériques, des choses sur la partie biotech, sachez qu'il existe également sur la partie medtech, ce qui vous permet de faire de la correspondance de l'échelle TRL par rapport à votre secteur de prédilection. Alors, est-ce que finalement l'EIC Accelerator est le bon dispositif pour moi? Alors, nous, on va fonctionner plutôt par faisceau d'indices. On ne peut pas certifier à chaque fois où vous êtes dans l'EIC Accelerator où vous n'êtes pas. On va plutôt dire qu'il y a des voyants qui sont ouverts, des voyants qui ne sont pas totalement ouverts, donc méfiance, parce qu'on est quand même sur un dispositif très concurrentiel. Donc, idéalement, il faut y aller avec l'ensemble des voyants ouverts. Donc, on est bien sur les entreprises qui portent des projets deep tech. En règle générale, sur ces notions de projet deep tech, il y a quelques faisceaux d'indices, des liens très forts et ou issus de la recherche académique ou privée. En règle générale, il y a souvent de la propriété intellectuelle qui est assortie. Il y a déjà eu des campagnes en matière de financement, c'est-à-dire que vous êtes très souvent JEI, Jeune Entreprise Innovante, vous bénéficiez du crédit impôt recherche, du crédit impôt innovation. Vous avez eu accès à différentes bourses, notamment French Tech Emergence, l'aide au développement Deep Tech. Vous avez peut-être été lauréat d'ILAB, d'Innov, vous avez peut-être eu une bourse ERC précédemment, vous avez peut-être eu d'autres dispositifs EIC. Tout ça qu'on va constituer des faisceaux d'indices. Quant au projet, en général, c'est un projet risqué et qui doit être vraiment au cœur de la stratégie d'entreprise. Et en règle générale, d'ailleurs, ce qui est déposé dans le EIC Accelerator, c'est vraiment le cœur du réacteur, c'est le projet stratégique de l'entreprise. D'ailleurs, c'est l'entreprise en tant que telle. Et d'ailleurs, un point très important, c'est que quand on dit d'entreprise en tant que telle, c'est que quand vous candidatez en blended, donc le mix entre subvention et intervention au capital. Quand j'interviens au capital de la société, pas d'un projet donné. Donc voilà, c'est bien, il faut contextualiser le projet par rapport à l'entreprise et c'est bien quand même l'entreprise que vous êtes en train de vendre, même si le projet est conditionné par une date de début, une date de fin sur le volet subvention. Donc projet risqué qui est central. Il y a l'incertitude, donc il y a l'accompagnement sur le risque avec la volonté de faire du scale-up. Donc une mise à l'échelle, vous avez peut-être une première preuve de concept, vous avez peut-être des premières références clients, mais il y a vocation à aller plus loin, aussi bien sur la partie technologique que sur la partie commerciale. Et puis, il y a l'idée d'accélérer très fortement le déploiement. Et en règle générale, quand on additionne tout ça, il y a une très forte intensité capitalistique sur ces projets-là et sur ces entreprises-là. Donc ça veut dire que vous avez l'obligation de mobiliser des ressources de financement très importantes pour mener à bien votre projet, qu'elles soient sources de financement, qu'elles soient publiques
comme privés. Et l'idée derrière, c'est de se dire, en tout cas la Commission européenne l'a construit comme ça, c'est de dire il y a une défaillance de marché et en ayant un investisseur comme l'EIC Fund, ça permettra aussi d'avoir d'autres types d'investisseurs. Néanmoins, ça ne résout pas tous les problèmes parce que l'EIC Fund, qui est le vecteur d'investissement, si jamais vous êtes lauréat, n'a pas vocation à être lead investor sur le tour de table. Donc, c'est un investisseur institutionnalisé quelque part, mais il faudra quand même, quoi qu'il en soit, trouver un lead investor, ce qui n'est pas forcément une tâche toujours aisée, surtout compte tenu de la période. Le processus de candidature. Alors, là, vous le voyez, il y a plusieurs étapes. On dit la même chose à chaque fois. Il faudra peut-être qu'un jour, on franchisse le pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi une étape 4. Je vais en parler très brièvement. L'étape 1, ce qu'on appelle la short proposal. Donc, c'est un processus qui se veut souple. Néanmoins, il y a du travail. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc, les documents à fournir, c'est de compléter le document de 12 pages, qui est un template vierge. Il faut répondre aux questions. Il y a du storytelling qui est déjà possible dès cette étape de candidature. Il faut fournir des annexes qui sont très importantes puisque ça va être le pitch deck en 10 slides maximum, une vidéo de 3 minutes. Quand on parle de 3 minutes, c'est vraiment 3 minutes. 3 minutes et 1 seconde, déjà, ça ne l'est pas. Et puis après, des documents un peu plus administratifs. Et là, le temps de travail, puisque on voit bien, c'est une question qui revient assez régulièrement, tout dépend de votre degré de maturité et des éléments que vous avez déjà pu produire qui ressemblent à peu près à ce dossier. Donc, ça peut être de quelques jours. On est simplement sur l'assemblage d'existants à quelques semaines. Voilà. En tout cas, nous, on part du principe qu'il vaut mieux prendre son temps pour cette étape-là. Elle a été beaucoup plus souple dans le passé. Aujourd'hui, on est passé à 4 évaluateurs et il faut impérativement que ces 4 évaluateurs aient mis 3 go sur 4. Avant, on était 2 go sur 4. Donc là, vraiment, il ne faut pas prendre ça à la légère. Et vous le notez, c'est indiqué tout en haut, c'est ouvert en continu et il y a une relève le premier mardi de chaque mois à 10 h. Donc, ce qui veut dire que si jamais votre dossier, vous l'avez déposé le premier mercredi du mois, il faudra attendre le premier mardi du mois prochain pour qu'elle passe dans la catégorie dossier à évaluer. En règle générale, on observe 4 à 6 semaines, comptez plutôt 6 que 4, il y a toujours une marge de sécurité entre le moment où vous avez déposé et le moment où vous aurez votre retour d'évaluation. Une fois que vous êtes retour d'évaluation, si jamais ça a été positivement évalué, vous aurez la possibilité de candidater à la full proposal, l'étape 2. Notez que vous n'êtes pas obligé de faire tout dans la foulée. J'ai mon retour d'évaluation et impérativement, je vais déposer la full proposal. Il peut se passer du temps, vous avez le droit de passer du temps, il peut se passer 1 an. C'est en fonction de votre date de soumission de la short proposal. La full proposal, là par contre, ce n'est pas tous les premiers mardis du mois. En général, c'est 2 dates de relève par an. La prochaine, c'est le 1er octobre à 17 h. Donc, ce n'est pas 10 h là, mais c'est 17 h. Donc là, par exemple, j'ai dit l'EIC Accélérateur, véritablement, c'est pour moi. Vous êtes encore dans les temps pour vous dire raisonnablement, je peux candidater à l'étape 2, si jamais j'ai franchi, bien entendu, l'étape 1. Là, on est sur un dossier qui est beaucoup plus copieux. C'est un dossier de 50 pages. Là aussi, il est largement possible de faire du storytelling. Il y a une certaine souplesse, enfin en tout cas il y a un plan et puis il y a beaucoup de souplesse quand même à l'intérieur de ce plan-là. Et également en annexe, ne jamais sous-estimer les annexes parce que certaines annexes demandent quand même du temps, et parfois de la maturation. Un pitch deck, il n'y a pas un nombre limité de slides, mais néanmoins ce pitch deck il est très important parce qu'il sert à l'évaluation écrite de votre dossier en full proposal, mais il a aussi vocation à être utilisé tel quel pour le pitch de 10 minutes si jamais vous franchissez l'étape 2. Donc il faut trouver le juste compromis entre un document qui doit être suffisamment autoportant et un document qui va être accompagné par la voix. Il y a une vidéo de 3 minutes, alors bien entendu ça peut être la même, en règle générale c'est souvent la même. Il y a le budget détaillé sous format lump sum. Alors lump sum, je crois qu'on évoquera 2 mots après, juste après, mais c'est Gorka qui traitera cette partie-là, me semble-t-il. C'est des montants forfaitaires, work package par work package. Le fait qu'il y ait eu un changement sur les modalités de financement lump sum versus courel a une incidence sur le découpage même de votre projet en work package. Il y a un plan de financement avec les besoins en equity qui doivent être précisés. Il y a tout ce qui est déclaration sur la propriété de la société qui candidate. Il y a le plan en termes de management des données et puis les CV des personnes clés. Et très important, c'est pour ça qu'on les a mis en rouge. Tout le reste est important, on l'a bien entendu, mais ça, c'est un élément important. La freedom to operate. La freedom to operate, c'est sur la partie propriété intellectuelle. En règle générale, c'est un document qui est confié à un conseiller en propriété intellectuelle. Alors, ça peut être fait par vous-même, mais
En règle générale, les freedom to operate bien réalisés sont plutôt réalisés par des conseillers en propriété intellectuelle. Et en fait, dans ce document-là, ça va certifier qu'il y a une liberté d'exploitation par rapport à votre ambition. Donc ça, c'est des éléments qui sont pris en considération, qui relèvent tout ce qui est gestion de la portefeuille de portefeuille pays. Pardon. Et puis, il y a les lettres d'intérêt. Ça peut être l'aide d'intérêt de la part d'investisseurs, l'aide d'intérêt de vos clients ou utilisateurs potentiels, tout ce qui va permettre de donner du crédit à ce que vous allez avancer dans votre dossier de 50 pages comme dans le pitch deck. Donc, ce sont quelque part des éléments de preuve et qui viennent solidifier votre dossier. Et point très important, vos lettres de soutien, il faut parler de leur existence dès le dossier, voire dans le pitch deck, parce qu'on peut partir du principe que les annexes seront lues peut-être vite ou moins vite, mais en tout cas, elles sont peut-être moins lues que le dossier de 50 pages ou le pitch deck. Donc, il ne faut pas attendre que l'évaluateur dise « je vais aller voir les lettres d'intention ». Non, dès le dossier, il faut vraiment indiquer qu'il y a déjà des lettres d'intention. Temps de travail, ben là, même chose, hein, c'est de quelques semaines à quelques mois. Ce n'est pas 4 évaluateurs pour le coup, c'est 3 évaluateurs et il faut impérativement 9 go sur 9 ou en fonction, si vous n'avez pas eu 9 go sur 9, il peut y avoir un consensus, il y aura un consensus meeting. Donc en fait, les évaluateurs vont discuter et peut-être que vous serez quand même amené à être retenu pour l'étape 3, qui est la partie interview. Quelle que soit en fait l'issue de l'étape 2, alors nous, quand c'est candidats français, bien entendu, on espère qu'ils seront tous en interview, hein, ça c'est évident. Néanmoins, il y a un effet très structurant, ça c'est ce qui est assorti aussi bien par les candidats qui sont non lauréats comme pour les lauréats, c'est que ça vous force à mettre des mots par écrit sur votre plan d'action, sur votre vision, sur voilà, on rentre. Il y a aussi bien un aspect vision, stratégie, tactique, et puis très opérationnel qui sont présents dans ces 50 pages. Et donc, si jamais vous êtes retenu, vous êtes sur l'étape 3, donc la partie interview, ça c'est direction Bruxelles. On connaît déjà les dates, alors là c'est les dates 19 et 23 janvier 2026 pour les candidats à la full proposal du 1er octobre. Ça peut changer parfois, mais nous on conseille toujours, si jamais vous candidatez, déjà de pré-bloquer ces dates-là, 19 ou 23 janvier. Donc ça se passe à Bruxelles, c'est 10 minutes de pitch et 35 minutes de questions-réponses face à des membres de jury, en général ils sont 5, qui vont être amenés à délibérer sur votre prestation et sur votre dossier. Il peut y avoir plus de monde dans la salle qui sont amenés à poser des questions, notamment des programmes managers de l'EIC ou des personnalités de l'EIC Fund. Néanmoins, ils n'ont pas vocation à délibérer, ils peuvent poser des questions, mais ils n'ont pas vocation à délibérer sur le sort qui sera réservé à votre projet et à votre candidature. Et en règle générale, c'est un résultat sous 3 semaines. Alors, j'ai dit en introduction de cette planche-là, qu'il y avait aussi une étape 4. L'étape 4, dans la réalité, c'est un fonds d'investissement lorsque vous candidatez sur la partie blended ou equity. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont faire une due diligence et il peut très bien arriver une conclusion qui est votre projet, on n'y croit pas, on ne suit pas. Ça arrive très très rarement, je tiens à rassurer, mais par contre, c'est une possibilité. Donc, en fait, vous pouvez très bien déclarer lauréat, avoir communiqué de presse à l'issue de l'étape 3. À l'issue de cette étape 4, qui est la due diligence, il peut y avoir un changement. Ça arrive très rarement, ça arrive notamment lorsque l'information erronée, très erronée apparaît, etc. Mais tout ça, c'est rare. Voilà. Vue globale du process. Je l'ai dit, alors vous voyez une petite astérix, je commence déjà par là, c'est ce qui est indiqué en bas. Après 3 échecs, quelle que soit l'étape, impossibilité de recandidater sous Horizon Europe au dispositif EIC Accelerator. Donc, pour le dire autrement, vous plantez 3 fois à la short proposal, vous ne pouvez plus recandidater. Tout comme si ces 3 échecs sont ventilés sur étape 1, étape 2, étape 3, là, pareil, la sanction tombera, vous n'aurez plus la possibilité de recandidater à Horizon Europe. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de voyant vert tout à l'heure, c'est pas anodin. Si vous considérez que vous n'êtes pas totalement mature, qu'il manque peut-être des éléments, peut-être qu'il est préférable d'attendre. Voilà, donc tout ça, ça fait partie, bien entendu, d'une discussion au cas par cas. Il existe aussi des passerelles, ce qu'on appelle plugin et fast track. Alors, plugin, c'est au niveau national, c'est opéré par BPI France. Donc, si vous êtes lauréat de certains mécanismes, d'ailleurs, qui sont opérés par BPI France, en fonction de la date de promo, quelque part, date de promotion, vous aurez potentiellement accès au plugin, ce qui vous permettra de ne pas avoir à candidater en short proposal, ce sera une candidature directement en full proposal. Mais ce qui veut dire qu'à contrario, bien entendu, comme vous n'aurez pas candidaté à la short proposal, vous n'aurez pas les retours d'évaluation de la short qui parfois peuvent être utiles pour une candidature en full.
Et il existe aussi des passerelles fast track, notamment incarnées par, lorsque vous êtes lauréat d'un dispositif type EIT, dans certains cas, vous pouvez accéder directement à la full proposal. Donc là aussi, c'est à discuter au cas par cas. Mais ça ne doit pas être l'élément déterminant, bien entendu. Plugin fast track pour dire je vais à l'EIC Accelerator, on doit être bien entendu dans le scope du dispositif. Et en termes de délai, ben, entre l'étape 2 et puis la contractualisation, on a coutume de dire qu'il faut compter 7 à 8 mois. Là, c'est indiqué, le préfinancement, c'est que grosso modo, alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a une caution, enfin une partie garantie, mais il y a à peu près 50% à la signature du contrat de la subvention qui sera versée en guise de préfinancement qui permettra du coup d'avancer au bon rythme dans votre projet. Et sur la partie equity, bah, là aussi, ça se fait au cas par cas. Ça peut être de suite, ça enchaîne avec la due diligence parce que la partie equity est nécessaire d'entrée de jeu. Tout comme ça peut être en fonction d'une première préévaluation de dire bah, il vaut mieux attendre peut-être un an. C'est peut-être le meilleur moment pour lancer la partie due diligence. Et puis, on va passer à l'étape short proposal, le focus, qui est l'objet du webinaire. Donc là, c'est une version d'ensemble. Et de suite, je laisse la parole à Gorka, puisque c'est Gorka qui va traiter ce sujet. Bonjour à tous. Ok, c'est bon. Donc oui, l'étape 1 de candidature, on rentre un peu plus dans le détail. Donc, si vous connaissez pas les appels à projets européens d'Horizon Europe, tout se passe sur une plateforme qui s'appelle le Founding and Tenders Portal. Donc, on vous a mis le lien, vous avez juste à cliquer là-dessus et vous serez envoyé directement sur la plateforme pour candidater. Le dossier se décompose de, on va dire, 3 grands blocs, la part A, la part B et les annexes. Donc, les annexes sont décomposées en différents éléments. On reviendra sur chaque élément, on va dire, avec des conseils qu'on peut vous donner sur ceci. Jérôme vous a expliqué le système d'évaluation, enfin, le processus d'évaluation. Il faut bien garder en tête ce système de relève tous les premiers mardis du mois. Ça impose en fait de faire un rétro-planning sur votre process de candidature si vous visez par exemple le dépôt d'octobre. Donc en fait, si vous visez le dépôt d'octobre, le dernier délai qui nous a été indiqué par l'EIC pour avoir les résultats en temps et en heure, donc ce serait la première relève, enfin, ce serait la relève d'août. Donc ça correspond en fait au mardi 5 août. Nous, on aurait plutôt tendance à conseiller de candidater avant, moi j'aurais plutôt tendance à conseiller de candidater en dernier délai le premier mardi de juin, ce qui permet, si vous prenez un no-go dès la première étape, d'avoir en fait le retour à temps pour redéposer. Mais bon, c'est pas obligé de faire comme ça. Et enfin, si on dépose en août aussi, il faut se dire que le temps va être, vous allez devoir monter votre dossier d'étape 2 si vous visez le mois d'octobre, avant même d'avoir les résultats. Donc, vous allez avoir un procès, enfin, vous allez miser sur le fait que vous avez un go, ce qui n'est pas nécessairement garanti, puisque comme Jérôme l'évoquait, vous avez 4 évaluateurs, il faut 3 go pour passer. Avant l'étape 2, enfin l'étape 1 était vraiment une forme de formalité, un pré-tri assez léger. Le taux de succès côté français est entre 70 et 80%. On va revenir un peu plus tard dessus. Désormais, c'est plus bas. Donc, vigilance, c'est plus aussi facile de passer cette étape-là. Et on a vu des sociétés qui avaient, par le passé, passé l'étape 1 sans difficulté, laissé expirer en quelque sorte leur possibilité de candidater de nouveau en étape 2 directement, repartir par l'étape 1 et se prendre des no-go. Et si par exemple aussi vous aviez déjà fait un dépôt et vous vous rendez compte qu'il y a une bêtise, vu que c'est un système de, on va dire, de boîte aux lettres avec une relève qui intervient, votre dossier il est déposé dans cette boîte aux lettres et vous ne pouvez pas le retirer par vous-même, donc il faut contacter le support. Bon, si vous avez un souci là-dessus, vous nous contactez, on vous mettra en relation. Et ceux qui ont déjà validé, enfin, si vous avez validé votre short proposal dans les années précédentes, il y a un délai de temps d'éligibilité où vous pouvez déposer en étape 2. Ça pourrait être raccourci l'an prochain. Donc pour l'instant, c'était courant sur plusieurs années. Là, l'an prochain, on pourrait avoir qu'un délai d'un an. Mais ça reste à voir. On est vraiment aux toutes premières étapes du document de travail de l'an prochain. Slide suivante.
Donc, les conseils qu'on peut vous donner, c'est nous un peu de ce qu'on a pu voir en accompagnant des candidats. Donc, on fait des ateliers de relecture dans certaines régions. Il n'y en a pas forcément beaucoup. Il y a Auvergne-Rhône-Alpes, il y a des choses qui peuvent se faire en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, en Bourgogne-Franche-Comté. Mais voilà, ça reste assez limité. Et donc, en fait, sur les conseils qu'on peut vous donner, ils se basent sur ce qu'on peut apprendre là-dessus. On en fait moins que des oraux blancs, par exemple, des ateliers de relecture de l'étape 1. Donc, on a peut-être une vision un peu moins solide des attendus ou quoi. On a une vision moins transverse des dossiers de candidature sur cette étape-là. Donc, les conseils qu'on vous donne, c'est, on va dire, sur la base de voilà, ces quelques retours et les discussions qu'on peut avoir avec des évaluateurs et des informations que nous fournissent l'EIC. Donc, la première chose qu'on peut vous dire, en fait, c'est que les évaluateurs semblent avoir tendance à, on va dire, suivre le chemin facile, c'est-à-dire on commence par la vidéo, 3 minutes, ça permet de se mettre dans le bain, de découvrir le projet, de mettre de rendre les choses un peu plus concrètes. Ensuite, on rentre dans la présentation, donc la présentation de 10 slides, ça va vite, on passe les choses en revue, on se fait une idée globale et ensuite, en fait, on rentre dans la partie pure lecture du projet. Et donc, cette tendance des évaluateurs à lire le dossier ainsi, ça conditionne en fait vous la manière peut-être de rendre de rentrer dans le dossier avec une vidéo voilà, pour accrocher l'attention et donner du concret, essayer de filmer en arrière-plan par exemple votre installation industrielle, vos laboratoires, vos équipes, parce que dans la vidéo il peut y avoir que 3 personnes. Donc faire des choses comme ça pour en fait poser le décor. Ensuite, dans la présentation, on met des messages clés et ensuite on raconte, en fait, on donne le détail, on donne la matière, on donne les arguments dans la part B. Un point de vigilance à avoir, qui est valable sur l'étape 1 comme sur l'étape 2, c'est l'homogénéité des informations. Vous avez donc cette part B avec un pitch deck et avec différentes annexes à côté. On voit régulièrement des dossiers où va être évoqué, par exemple, une commercialisation en 2027 dans un dossier, une commercialisation en 2028 dans l'autre, dans une annexe, ou des prix qui diffèrent, des choses comme ça. De suite, ça interroge. Donc ça, c'est un point de vigilance vraiment qu'on souligne à chaque fois quand vous déposez votre dossier, quand vous faites une étape de relecture avant le dépôt final. Vérifiez tous ces points de date, de valeur, d'homogénéité des informations, au risque d'un peu vous auto-saborder sur un point relativement facile à corriger. Ensuite, sur les dossiers, ce qu'on peut voir, c'est que les gens ont tendance à être peut-être un peu trop génériques. Il faut se dire que les évaluateurs, ils ont juste accès à un dossier. Ils vont pas vous rencontrer. Ils ont un temps réduit pour évaluer le dossier. Donc, il faut être le plus précis possible et mâcher le travail et donner des informations aussi. Les évaluateurs sont soumis à confidentialité avec l'EIC. Donc, on a eu, j'ai en tête il y a peu de temps un cas avec une société qui a pris un no-go dès l'étape 1 et qui, en fait, a dit à plusieurs reprises dans son dossier, en tout cas, n'a pas révélé beaucoup d'informations dans son dossier parce qu'ils avaient peur du côté, en fait, on divulgue des informations. Si vous ne les divulguez pas, et alors qu'en face de vous, ils sont censés être soumis à confidentialité, vous privez en fait d'arriver à convaincre des gens en face de vous. Donc voilà, donnez des arguments, donnez des métriques, donnez des noms. Si vous avez déjà des contacts commerciaux, des contacts avec des laboratoires de recherche, etc., tout ça, il faut le fournir. Ensuite, quand vous constituez votre dossier, la grille d'évaluation qui est utilisée par l'EIC, elle est publique. Donc cette grille d'évaluation, lorsque vous faites votre lecture, regardez en gros, est-ce que j'ai répondu à chaque point qui sont demandés. Parce que si vous ne répondez pas aux points qui sont demandés dans la grille d'évaluation, vous avez beau avoir suivi le template et raconter ce que vous vouliez raconter, les évaluateurs, eux, ils ont à suivre cette grille d'évaluation et ils arriveront à, là, en fait, on n'a pas les réponses attendues, donc on ne peut pas évaluer, donc, in fine, ça va vous desservir. Et enfin, il faut penser, on va dire, dans l'ensemble. Vous avez l'étape 1, il y a l'étape 2 qui va suivre si vous passez cette étape 1 avec succès. L'étape 2 est beaucoup plus détaillée, donc en fait une manière aussi d'anticiper et de renforcer son étape 1, c'est de regarder ce qui est demandé dans l'étape 2 et de distiller déjà certaines informations qui sont normalement prévues pour l'étape 2 dès l'étape 1. Slide suivante.
Donc là, vous avez le tableau de la grille d'évaluation. Donc ça, vous pouvez le retrouver dans le Work Programme. Vous avez les grands critères qu'on a mis dans ce tableau-là et vous aurez un peu les questions que les évaluateurs doivent se poser derrière chacun de ces critères. On voit qu'il y a un certain nombre de critères qui ne sont pas demandés en étape 1, donc ce que je vous disais, mais qui va être gratté dans l'étape 2, par exemple la propriété intellectuelle. Ça mérite d'être déjà évoqué dans l'étape 1, même si c'est formellement pas évalué. Il y a juste un point qui est évalué dans l'étape 1, mais pas dans la suite, c'est le TRL, on y reviendra. C'est un point qui est régulièrement aussi problématique dans certains dossiers. Slide suivante. Donc la partie A, on revient dans vraiment le dossier dans son ensemble. La partie A, c'est la partie administrative. C'est commun à tous les dossiers européens. Vous allez devoir mettre voilà, l'acronyme, le titre du projet, sa durée, etc. Le point sur lequel on va insister, c'est ce qu'on appelle les descripteurs, parce que ces descripteurs vont conditionner les évaluateurs qui vont regarder votre dossier. Et donc, ça peut avoir une importance cruciale puisque si vous les choisissez mal, vous aurez des gens qui ne connaissent pas votre secteur et qui nécessairement seront moins à même de bien vous évaluer. Donc ça, soyez soyez vigilants sur ce point-là parce que ça peut vous desservir pour la suite. Mais voilà, c'est vraiment une partie sinon qui est purement administrative. Quand on vous demande des choses sur les candidatures à des appels européens précédents, ça a vocation à cette partie-là n'est même pas transmise aux évaluateurs, c'est pour des fins statistiques, pour le lycée, etc. Donc voilà, c'est de l'administratif. Slide suivante. Donc là, la part A, c'est un dossier, c'est imposé, il y a un template qui est fourni. Nous, on l'a mis en ligne dans notre boîte à outils. Vous pouvez le télécharger. Si vous commencez à lancer une candidature, il vous sera également accessible. Donc, c'est 12 pages avec une typologie imposée, etc. À la différence de ce qui était fait dans le passé, parce que le lycée a connu, le lycée Axator de multiples évolutions dans le process de candidature. Il y avait un temps une plateforme internet qui ne permettait de rentrer que du texte, etc. Désormais, vous avez un fichier Excel, Word, profitez-en. Vous pouvez mettre des graphiques, des images qui peuvent illustrer vos propos. Ça, voilà, c'était quelque chose qui était dont les candidats se plaignaient il y a quelques années lorsque la plateforme était purement sur Internet. Là, on revient sur du Word depuis 2 ans. Profitez-en, mettez tout ce qui peut illustrer votre propos. Et là encore, ça a été évoqué précédemment, ce côté storytelling. Vous vendez un projet, mais vous vendez aussi une société, puisque le lycée accélérateur, c'est de la subvention couplée à de l'investissement dans son format standard. Et donc, on achète, on va dire, on achète un ensemble et on achète l'histoire qui va avec. Donc, pensez-y lorsque vous rédigez votre dossier de candidature. Slide suivante. Donc là, c'est tout simplement en fait la liste des sections qui sont demandées dans le dossier de candidature. Derrière chacune de ces sections, il y a une liste d'éléments en fait, donc qui vous détaillent le lycée, qu'est-ce qu'ils attendent derrière tout ça. Nous, on va vous donner un petit peu des conseils en fait sur chacun de ces éléments. En bas de page, vous voyez un lien qui est inclus. Donc Access to EIC, c'est le réseau des PCN EIC européens qui a travaillé, il y a eu un travail commun qui a été réalisé pour un peu réunir des bonnes pratiques qui ont pu être observées sur la short proposal et qui vous sont partagées dans ce document. Donc n'hésitez pas à le consulter pour travailler votre short proposal. Ça vous permettra vous allez retrouver de nombreux conseils qu'on donne ici, mais voilà, potentiellement des petites choses qu'on aurait pu oublier de vous dire ou présenter avec d'autres mots et qui vous seront plus compréhensibles. Slide suivante. Donc, la partie 1, donc, description de la société. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas un financement purement de projet, c'est un financement de société. Donc, les évaluateurs veulent savoir ce qu'ils vont faire. Et le IC, c'est un dispositif qui est deep tech et qui a aussi de très fortes ambitions. Donc, si une société reste, et qui est aussi c'est un dispositif européen. Donc, une société qui reste franco-française et qui ne parle pas de choses à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale, ça peut vite poser problème. Donc, sortez de là. Il y a des choses où il y a des choses, on voit dans les dossiers, c'est plus en étape 2, mais ça peut aussi arriver dès l'étape 1. On va créer tant d'emplois en France. Parlez de la dimension européenne. Parlez de l'emploi que vous allez créer en Europe.
rentrer dans cette logique où vous vendez votre projet à des gens qui ne sont pas nécessairement des évaluateurs français. Il peut y en avoir face à vous, mais il peut y avoir aussi des gens qui viennent de toute l'Europe, donc parler Europe internationale. Donc sur la société, donc ce qu'on dit, son origine, ça peut être, enfin, vu que c'est le IC Accélérateur, c'est de la deep tech, on s'attend à ce que vous parliez de vos liens avec des laboratoires de recherche, si vous en avez, ou avec des collaborations actuelles avec des labos, ou aussi si les fondateurs ou fondatrices de la société ont une expérience entrepreneuriale forte. Le mentionner un petit peu pour expliquer l'origine de la société, sa situation actuelle, est-ce que vous avez levé des fonds, est-ce que vous avez obtenu des aides publiques, est-ce que vous avez un peu combien d'employés, etc., les infrastructures dont vous pouvez disposer. Bon, ambition, vision, c'est les choses classiques qu'on voit dans des business plans. Et voilà, les actifs notables, je l'évoquais précédemment sur la situation, on va dire en termes de industriel ou d'équipement, etc. L'écosystème, là encore, c'était évoqué. Si vous il est attendu que vous travaillez déjà avec un certain nombre d'acteurs, évoquez-les, listez-les, précisez avec quoi vous travaillez, si ce sont des clients, si ce sont des partenaires de recherche, etc. Slide suivante. Donc l'innovation, slide précédente, je crois, non, oui, non, slide suivante. Voilà, donc le IC, la seconde section, donc problème, opportunité de marché. Vous pouvez distinguer, il y a des sociétés qui viennent avec du techno-push, ça sort des laboratoires de recherche, on ne sait pas encore trop à quoi ça s'applique. D'autres, c'est du market pool, il y a un problème bien identifié. Ça peut, on va dire, impacter la manière dont vous allez vendre votre projet. Ça, on peut pas, enfin, c'est propre à chaque dossier, on peut difficilement vous dire. Quand on dit approche entonnoir, ça va être le côté, dites par exemple, si vous développez un exemple avec, on pourrait dire un problème de santé, vous allez dire, bon, bah, il y a tant de personnes qui sont impactées par cette maladie à l'échelle globale. Ensuite, par exemple, au niveau du marché européen, ça représente tant de personnes. Et dans les hôpitaux, ensuite, par exemple, certains sont sensibles à tel traitement, d'autres, il vont falloir un autre traitement. Nous, on s'adresse à cette chose-là. Donc, c'est un peu la big picture avec les grosses métriques. Et ensuite, vous arrivez sur vous, ce que vous adressez. Et là encore, évoquer les organisations si ça n'a pas été fait précédemment. Les partenaires commerciaux, on va dire, peuvent être évoqués là. Slide suivante. Donc l'innovation, un rappel, l'innovation, c'est de la deep tech et de la deep tech qui, on va dire, qui reste avec des forts développements à faire. Donc tout ce qui va être de l'innovation incrémentale, de l'amélioration de l'existant, ça va être rejeté. Donc n'allez pas à l'EIC Accélérateur si vous êtes sur de l'innovation incrémentale. Le timing, il y a un problème identifié, il y a une opportunité de marché, vous pouvez vous lancer. Il peut se poser des questions si vous avez déjà des acteurs qui sont déjà déployés sur le marché avec une solution un peu comparable à la vôtre. Ça veut dire que vous êtes potentiellement déjà en retard. En particulier, c'est les acteurs européens et le IC n'a pas vocation à financer des choses qui, on va dire, arrivent après coup. Ensuite, expliquer l'innovation en quoi elle répond aux problèmes identifiés, parce que parfois, c'est pas forcément évident. Et ensuite, votre stade d'innovation. Donc, le TRL5 doit être validé sur les briques centrales de l'innovation. Pour des briques secondaires, ça peut ne pas être le cas. Un conseil qu'on peut vous donner pour la manière de décrire les TRL, c'est par exemple TRL1 2021 ou 2020, on a fait ça. 2022, TRL3 atteint, on a fait un partenariat avec un labo qui nous a permis de faire ça et on a fait telle campagne de test. TRL4, on a fait ça. TRL5 2020 et quelques, on a eu une certification avec telle organisation. Enfin, voilà, découpé par bloc, comme ça, en fait, les évaluateurs, c'est pas vous d'arriver avec on l'a vu dans des dossiers, boum, on est TRL5, vous devez nous croire sur parole. Non, vous expliquez chaque jalon passé et qu'est-ce qui va avec. L'API, c'est pas imposé d'en parler là, mais on vous conseille d'en parler et on va vous glisser 2 ressources de l'INPI et de BPI si vous voulez renforcer votre pays avant de vous engager dans une candidature à l'EIC Accélérateur. Slide suivante. Donc le marché, les TAM, Samsung, c'est classique, mais mettez-les bien en valeur. Vous pouvez les mettre aussi en nombre, par exemple, de patients, de clients ou quoi, mais vraiment en valeur, c'est important. La dynamique, donc est-ce que c'est un marché en croissance? Les clients, listez toutes les typologies de clients. Si vous en avez déjà,
mentionnez-les. Potentiellement, s'il y a un POC en cours, vous pouvez faire un laïus sur ce POC, expliquer ce qui est en train de se passer, quelle performance vous avez, etc. La concurrence, on voit régulièrement des gens qui bâclent un peu cette partie-là. Il faut vraiment faire un paysage, on va dire concurrence indirecte, enfin là aussi un peu entonnoir, la vision globale, on exclut une partie parce qu'ils sont indirects, on prend notre bloc direct et là on rentre dans une analyse plus détaillée où on va faire notre tableau, etc. Et avec une comparaison de la solution, vous expliquer pourquoi vous êtes meilleur et alors pas forcément dès l'étape 1, mais ce sera des choses qui peuvent se mettre dès l'étape 1, mais si vous avez un client qui vous dit, enfin qui a comparé, qui a lui fait un benchmark et qui dit que vous êtes meilleur que d'autres, c'est bon à caler. Et ensuite, le modèle économique, si vous faites quelque chose qui est déjà existant, le accélérateur, c'est très sur la technologie, là où se trouve la disruption. Sur les modèles économiques, si c'est des choses qui sont classiques dans l'industrie que vous adressez, ça peut rassurer de dire, en fait, voilà, on va vendre une chaudière industrielle, on va l'implanter chez le client de telle manière et c'est des choses qu'ils connaissent, ils vont nous payer à tel moment, etc. Voilà, c'est des choses à mettre en avant parce que ça rassure. Slide suivante. Les impacts, il y a des politiques européennes, il y a des objectifs de développement durable de l'ONU. C'est des choses qui sont obligées, qui sont imposées, donc parlez-en. Et pareil, si vous candidatez sur un challenge, donc au moment où vous candidatez en étape 1, il n'y a pas d'histoire de challenge ou d'open. Ce sera sur l'étape 2 où vous allez devoir vous positionner. Mais si vous allez vous cibler déjà un challenge, évoquer ce challenge, allez vous lire le work programme où ils décrivent ce challenge et de lire les politiques européennes qui sont évoquées là pour essayer d'aller la décortiquer et trouver, en fait, faire le lien entre vous, ce que vous apportez et les attendus de cette politique européenne et dire, regardez, on répond à ces problématiques-là de manière à mieux vous vendre sur l'impact. Et soyez très vigilants, on a beaucoup de sociétés qui nous disent, ah, mais moi, je suis plus vert, etc. En fait, qui le dit? Est-ce que c'est vous qui avez fait votre bilan carbone de votre côté? Est-ce que c'est un organisme externe qui l'a fait? C'est pas des choses que vous pouvez juste déclarer comme ça. Ça peut vous être reproché. Sur l'étape 1, il n'y a pas les annexes qui sont prévues pour ça. Et vous dites, par exemple, on a fait faire une étude par un cabinet externe, etc., qui certifie. Et dans l'étape 2, on fournira le document qui va bien parce que l'autodéclaratif, il y a beaucoup de monde qui se livre à de l'autodéclaratif sans fondement et c'est assez rédhibitoire. Slide suivante. Donc voilà, l'équipe, vous parlez, en gros, c'est les profils clés que vous parlez. Le reste de l'équipe, si vous êtes sur des choses avec déjà 15 personnes, c'est pas forcément nécessaire de rentrer dans le détail des 15 profils. Faites un bilan, on va dire, froid de vos compétences en interne, ce qui manque. Il y a souvent des problèmes par exemple, de manque de compétences en business ou en finance. En fait, les évaluateurs vont le voir, donc n'hésitez pas à vous-même l'identifier et dire quelle stratégie vous envisagez de mettre en place pour adresser cette problématique, ce manque qui est identifié. Les boards, c'est généralement assez apprécié, donc évoquez-les. Et ensuite, sur l'engagement, on a des sociétés qui viennent, en fait, comme on l'a dit, le accélérateur, c'est du financement, subvention, investissement. Quand vous mettez du 50%, peut-être que pour vous, c'est clair, c'est la personne, elle est 100% dans la société, mais elle est 50% sur le projet qui fait l'objet de la candidature. Les évaluateurs, ils le lisent comme étant la personne est à 50% dans la société et elle est à 50% en étant en train de travailler dans un laboratoire de recherche. Donc, soyez très clair là-dessus. Précisez si vous êtes, en fait, le périmètre de l'engagement que vous évoquerez dans votre dossier de candidature. Ensuite, l'égalité de genre. L'EIC se fixe des objectifs de soutenir des sociétés dirigées par des femmes ou ou à minima, qui essaient de viser une parité au sein de la société. Donc, vous pouvez expliquer votre situation actuelle. Parfois, c'est juste une situation que vous subissez parce que votre secteur d'activité, il y a peu de profils féminins. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour adresser ça? Et toutes les initiatives autour de ça. Donc, il y a des associations, il y a le pacte parité, je crois qu'il a été mis en place par le ministère de l'économie et des finances. Et des choses comme ça, si vous avez des liens avec, mentionnez-les pour renforcer votre argumentaire sur vos activités sur ce point. Et ensuite, vous avez une société, vous avez des employés, les employés peuvent venir et partir.
Qu'est-ce que vous faites pour les sécuriser? L'EIC, dans l'étape 1, c'est pas forcément là encore crucial, mais ce sera demandé à l'étape 2. Si vous avez un plan d'épargne salariale, c'est à évoquer. Si les profils clés de direction, etc., sont directement engagés dans la, enfin, qui ont directement des parts, pareil, là aussi, ça mérite d'être évoqué. Et s'il y a déjà, en complément de ça, il peut y avoir les conditions de travail, les formations que vous offrez, etc. Mentionnez-les, c'est des choses qui méritent d'être évoquées sur la partie équipe. Slide suivante. Donc la demande de financement, elle est indicative à cette étape-là. Donc vous pourrez tout changer à l'étape 2. Mais bon, on va éviter de mentir si c'est vraiment pas ce que vous cherchez en termes de financement, hein, mais voilà, vous pouvez tout changer à l'étape 2. Vous précisez, vous faites vu que tout peut être changé, vous mettez des grandes valeurs, pas besoin d'être rentré dans le niveau ultra précis de détails. Mais voilà, il faut rendre la chose tangible. C'est pas, l'EIC n'étant pas le premier guichet à les mobiliser, c'est un peu la dernière marche des aides publiques, montrer que oui, mais en fait vous avez déjà mobilisé des aides au niveau national. La plupart des lauréats avaient déjà fait des levées de fonds avant de se frotter à l'EIC. Expliquer comment vous en arrivez en fait à l'EIC et en quoi ça répond à une faille de marché. L'EIC, que vous avez personne qui peut vous soutenir. Enfin, en tout cas, c'est l'histoire à raconter. Ou peu de personnes qui peuvent vous soutenir. Donc, l'EIC a un rôle crucial pour faire un effet levier et vous permettre de continuer votre développement. Donc, préparez cet argumentaire pour rendre votre demande crédible. Et oui, un petit résumé des travaux qui vont être faits sur la partie R&D et investissement. Mais voilà, ça, c'est pas des choses qui sont formellement regardées dans l'évaluation, donc ça peut être assez léger. Slide suivante. Donc les annexes. Le consent, c'est juste quelque chose encore d'administratif. Vous nous donnez l'autorisation à nous avertir, à nous PCN et aux EN que j'évoquerai plus tard, que vous êtes candidat à l'EIC Accélérateur et que vous avez eu tel résultat. On n'a pas accès à votre dossier, on n'a pas accès à l'ESR de l'étape 1. Donc voilà, il n'y a pas de brèche de confidentialité. C'est vraiment juste, on reçoit il y a un tableau qui est mis à jour où on nous dit telle société a candidaté tel jour, elle a obtenu tel résultat et elle est éligible à l'étape 2 ou pas. Vraiment, il n'y a pas plus d'informations qui sont, pas beaucoup plus d'informations qui sont divulguées. Il y a là où vous êtes basé, etc. Il y a l'adresse mail de la personne qui a déposé le dossier, mais c'est tout. On n'a pas accès au dossier. Donc la confidentialité, elle est assurée. Vous inquiétez pas là-dessus. Ensuite, vidéo. Bon, des vidéos de 3 minutes, moins de 3 personnes, moins 1 giga pour le mettre avec une liste de formats informatiques, mais bon, c'est des formats classiques pour des vidéos. Privilégiez l'anglais si vous évitez de parler en français. Les évaluateurs en face de vous ne sont pas nécessairement francophones. Donc, de l'anglais. Si certains d'entre vous sont pas à l'aise en anglais ou vous sentez que même les évaluateurs sont pas forcément eux-mêmes parfaitement bilingues, on va dire, donc vous pouvez rajouter les sous-titres. C'est pas indispensable, mais si vous avez le temps, vous pouvez. Voilà, rendez le projet concret, montrez la motivation, faites apparaître l'équipe, faites apparaître vos installations, etc. pour donner envie à l'EIC de vous financer. Aux évaluateurs, vous sélectionnez pour aller à l'étape 2 et donc in fine être financé. On a fait un article sur la vidéo avec d'autres conseils, avec des exemples de vidéos de lauréats qui les ont postés sur YouTube. Et vous avez à nouveau un guide qui avait été fait par Access to EIC que j'évoquais précédemment, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Slide suivante. Annexe, donc la présentation, 10 slides. Ce qu'on a conseillé pour l'étape, la part B plutôt, c'est les grands éléments qui sont un peu attendus dans la présentation. Voilà, penser complémentarité, c'est pas peut-être mettre les informations saillantes en avant pour la suite. Et on a à nouveau un guide qui a été fait par Access to EIC pour préparer cette présentation. Et là, vous pourrez tout changer, pareil, entre l'étape 1 et l'étape 2. Juste, vous avez cette présentation qui est demandée. Slide suivante. Donc, des résultats à vous partager. Donc, déjà, les rapports d'évaluation, on a pu voir qu'ils avaient été entre guillemets standardisés, c'est-à-dire que derrière chaque critère d'évaluation, il y a la question qui est posée aux évaluateurs. Il y a une première phrase qui est identique à chaque fois et avec un statut qui est mis, donc very good, average, pro. Ne vous étonnez pas, c'est comme ça désormais. Et certains ont imaginé que c'était de l'IA désormais qui évaluait les dossiers. Non, non, c'est juste que c'est standardisé sur la première phrase et ensuite vient le temps des commentaires des évaluateurs.
Ensuite, on vous partage quelques infos sur les taux de succès. Donc, pourquoi il y a deux lignes différentes? Normalement, il y a une plateforme qui est disponible pour les PCN avec les stats. La plateforme est déconnectée, enfin la partie short proposal est déconnectée depuis, bon, en tout cas hier, en tout cas, ce matin, c'était toujours le cas. Donc pour les stats, on ne pouvait pas les mouliner, les dernières en date. Ce qu'on a, c'est juste pour vous partager le fait que le taux de succès, il a baissé et voilà, on se situe là aux alentours de 34%, alors que l'an dernier, ça avait été déjà durci, c'était à 56%. Donc, soyez vigilants sur cette étape-là. Avant, c'était vraiment du pré-tri. Ça reste du pré-tri. Il y a des sociétés qui vont candidater ou des organisations, parce qu'on a des associations qui ont candidaté. C'est pas pertinent. Ça explique pourquoi le taux de succès peut être bas, mais ça vous montre que cette étape-là n'est plus une formalité à passer. Donc, soyez vigilants. Slide suivante. Donc les actions du PCN, donc l'équipe vous a été présentée au départ. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter avant de vous lancer dans le ICA Accélérateur pour faire un petit point sur votre projet, votre candidature, etc. On peut vous accompagner dans le montage du dossier. On ne fait pas les dossiers. Vous avez vu, on était 6 au départ, mais c'est des personnes qui ont des doubles casquettes. Donc en fait, dans les faits, on est 2,6 équivalents temps plein. Vous êtes une centaine de candidats par relève de full proposal, autant sur la short. On serait bien incapable de monter des dossiers pour autant de monde. Donc, on va être là pour apporter du support annexe. Il existe d'autres supports pour faire du montage de dossiers. Après, comme je l'évoquais, il y a des ateliers de lecture qui sont faits avec certains EN, donc Enterprise Europe Network. Ça s'appuie sur les CCI et les chambres, les chambres de commerce et d'industrie et ou les agences régionales d'innovation. On fait des ateliers de lecture avec certains d'entre eux. Des oraux blancs, là, c'est pour tous les candidats. C'est organisé au niveau du PCN et on invite les EN dans ce cas-là. Et si vous êtes lauréat, on essaie de vous suivre pour apporter du soutien s'il y a des difficultés qui se posent. Slide suivante. Donc voilà, j'évoquais, il y a des aides financières au montage si vous voulez avoir recours à des consultants. Donc au niveau national, il y a BPI France qui a le Diag Europe. Sinon, il y a 3 régions qu'on a citées là qui ont des aides. Vous pouvez les mobiliser. Ça vous permet d'avoir une prise en charge partielle des coûts d'accompagnement du montage de étape 1 ou étape 2 à voir selon les cabinets et les différents formats d'aide. Slide suivante. Donc voilà, on arrive à la fin de la partie présentation et on rentre dans la partie questions-réponses. Merci Gorka. Alors oui, on a des. Alors, je vais répondre directement à plusieurs questions qui sont arrivées. On a fait le choix de ne pas parler des challenges dans le cadre de cette présentation, ou très brièvement. En fait, dans le IC Accélérateur, et ça va pas être un élément déterminant, il existe la possibilité de candidater en open, donc il n'y a pas de risque de hors-sujet en tant que tel. Et après, il y a des challenges qui sont publiés tous les ans. Le choix du challenge ne se perd pas sur les short proposals et ça ne doit pas être l'élément déterminant pour dire j'y vais ou j'y vais pas. Pour moi, pour nous d'ailleurs globalement, c'est plutôt la cerise sur le gâteau, mais c'est pas l'élément déterminant. Ce qui est important, c'est savoir si on est vraiment dans le scope ou pas. Sur les challenges 2025, pour ceux qui visent la cut-off, la relève du deuxième semestre 2025, on a des choses sur développement de matériaux avancés, on a des choses sur la partie alimentation et biotech au sens alimentation, des choses sur l'IA générative, et puis on a des choses sur l'espace et également, me semble-t-il, sur la mobilité, si je ne me trompe pas. Mais Gorka me corrigera si c'est le cas. Voilà. C'est bien ça, c'est bien ça. Première question, quels instruments nationaux permettent d'accéder à la fast track? La partie plugin sont les instruments nationaux qui permettent d'accéder directement à la full proposal. La partie fast track sont des instruments européens type EIT. Sur la partie plugin, je l'ai mis aussi dans le chat, hein, peut-être que certains l'ont vu, mais les dispositifs, là aussi Gorka ne sera pas me corriger, les dispositifs concernés, c'est French Tech Seed, aide de développement Deep Tech, eLab et Innov. Mais ça, c'est potentiellement éligible. Après, c'est un traitement qui se fait au cas par BPI France. C'est pas parce que vous êtes lauréat, eLab ou Innov que de fait, automatiquement, vous avez accès au plugin. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec BPI par notre intermédiaire ou directement pour savoir si vous pouvez être éligible au plugin. Et c'est pas parce que vous recevez pas l'invitation par BPI que vous n'êtes pas pertinent pour candidater à l'EIC Accélérateur. Parce qu'ils excluent des sociétés, par exemple, avec des fonds propres négatifs, parce que vous ne pouvez pas bénéficier du Diag Europe, etc. Mais ça n'interdit pas de candidater à l'EIC Accélérateur. On a eu des lauréats dans ce cas de figure. Donc voilà, c'est. Le secteur de la cybersécurité est-il concerné par ces financements? Oui, alors après, on a eu quelques candidats côté français, jamais de lauréat à date. Il y a un lauréat britannique, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle OutSync.
Donc, il y en a. Pas forcément beaucoup, mais il y en a. Est-ce que les attentes des évaluateurs concernant le lauréat EIC Accélérateur, ce que je comprends bien, qui a déjà fini un projet, donc, voilà, qui dépose un nouveau projet, sont les mêmes que les sociétés présentant leur premier projet? Et connaissez-vous le taux de succès de financement d'un nouveau projet? Donc, si je comprends bien, c'est un lauréat qui a fini son contrat, son projet, qui recandidate à l'EIC Accélérateur. Voilà. Concrètement, c'est Alors, comment ça se passe? ouais, on n'a pas encore eu enfin, si on a un cas en France d'un lauréat EIC accélérateur pilote devenu EIC accélérateur, CoreWave. On les avait pas forcément trop suivis dans le détail, donc on n'a pas forcément beaucoup d'informations. Et ensuite, il y a eu des lauréats à l'échelle européenne. Je pense à des Néerlandais et des Allemands là, qui étaient déjà lauréats EIC accélérateur, eux, et qui ont été re-lauréats. Mais on n'a pas de détails. Pour moi, c'est la mêmes attendus d'évaluation. C'est peut-être un peu plus dur. Il faut justifier pourquoi l'EIC devrait remettre un ticket dans la société alors que vous avez déjà été déjà financé. Ouais, très, très juste. Et j'apporte un complément, c'est qu'il y a aussi l'option du follow-on investment qui peut s'offrir pour ceux qui avaient déjà l'equity sur une première étape. Par contre, se pose la question, est-ce que c'est une deuxième candidature en blended ou pas? Ça, voilà, c'est vraiment traité au cas par cas. Est-ce que c'est un projet nouveau ou est-ce que ça s'inscrit dans la continuité? Parce que si c'est dans la continuité, se posera toujours la question de la notion de TRL. Si c'est un nouveau projet, se posera la question aussi, mais comment vient s'intégrer ce nouveau projet par rapport à ce qui a déjà été financé précédemment? Autre question, pour l'étape 2, pourquoi 9 go alors qu'il n'y a que 3 évaluateurs? Ah oui, bonne question, on n'a pas détaillé ça. Gorka, on a présenté des critères d'évaluation et ces critères d'évaluation sont sous forme de famille de critères, des clusters de critères, il y en a 3. Et en fait, c'est chaque évaluateur met un go par famille de critères. Et comme il y en a 3, donc ça fait 3 x 3, ça nous fait 9 au total. Donc c'est vraiment par rapport aux familles de critères, mais sachant qu'après il y a des sous-critères. On parle de famille de critères. J'espère avoir été clair. A-t-on les dates pour 2026 et les challenges? Non, les challenges, on met actuellement, enfin, on a eu un comité de programme, c'est là où se discutent les challenges et les dates la semaine dernière. Donc pour les dates, rien n'est indiqué, mais ça fait plusieurs années qu'à chaque fois c'est mi-mars, enfin début octobre. Donc il y a de fortes chances que ça continue sur ce rythme-là. Et pour les challenges, là on est sur une liste préparatoire, mais c'est un peu les sujets classiques de l'EIC avec le quantique, le semi-conducteur, etc. Mais c'est vraiment la liste. On vient d'avoir la première liste et c'est des sujets très larges et qui restent à raffiner. Et il y aura des sujets qui vont sauter, d'autres qui vont s'ajouter. Donc pour l'instant, on n'a rien de particulier à vous transmettre là-dessus. Y a-t-il des chances pour un acteur évoluant dans la mobilité et le tourisme, travaillant sur de la data en temps réel, principalement type masse, avec paiement intégré? Nous avons été lauréats concours d'innovation ADEME 2018. Ça nous permettrait-il de passer en fast track? Alors, fast track, c'est sûr que non, puisque fast track, c'est lorsque c'est un instrument européen. La question se pose sur plugin. 2018, il faudrait voir, parce que je ne sais pas si BPI à une époque, concours Innov, sauf erreur de ma part, c'est plus le cas aujourd'hui puisqu'il est opéré 100% par BPI France, mais il y avait concours Innov opéré par BPI France et opéré par ADAM, il faut vérifier ce point-là. Après, il va y Sur avoir un truc, c'est 2018, enfin, c'est ça, c'est trop ancien, 2018. c'est ça, ouais, 2018. Ouais, parce qu'il faut que le projet il soit terminé depuis moins de 2 ans. Donc ça, déjà, ça risque de poser Ouais. problème. Ensuite, il y a Et après, il y la a sur le projet en pertinence. lui-même, Ouais. la pertinence du projet, il faut voir là, mais par rapport à ce que je vois écrit, je suis pas totalement convaincu, mais il faut peut-être un descriptif un peu plus complet. Mais dès qu'il y a de la plateforme, ça passe pas très bien le IC, quoi, globalement, ce qu'on a pu observer. Voilà. Donc, mais bon, faut voir, il faut avoir peut-être plus d'éléments pour vous en dire un peu plus, quoi. Voilà. Hop. Et ce qui semble être une dernière question, est-ce possible de soumettre un projet au niveau TRL 8 ou TRL 9? Alors, TRL9, enfin, en théorie, il serait possible de demander de l'equity only sur des projets comme ça. Après, dans les faits, le IC étant un instrument qui a été pensé pour
en gros, adresser une faille de marché qui serait que les investisseurs européens sont réticents à investir dans de la deep tech et donc de mettre de la subvention pour faire aider les entreprises à lever leur niveau de risque et faire de l'investissement pour faire un effet levier. Donc, là, il faudrait voir le projet en question, mais à première vue, ça me semble compliqué un tel cas de figure. TRL8, ça peut se poser sur la pharma. TRL8, ça correspond à phase 3. En pharma, ouais. Ouais. Bon, il faut pas si simple en tout cas. Pas. Alors, est-ce qu'un projet de moteur fusée très innovant, tant technique économique, pourrait se présenter? Il a TRL6. Ouais, Tel ouais, que ouais. présenté, moi je vois pas ce qui pourrait, voilà, avec les mots-clés qu'on a, si c'est à TRL6. On a eu des moteurs de satellites avec IonX et TrustMe. On a eu de la fusée avec Latitude. On n'a pas eu du moteur de fusée spécifiquement, mais bon. Ouais. Voilà, enfin, là, avec les quelques mots-clés qu'on peut avoir, et le fait qu'elle soit TRL6, on se dit pas, tiens, c'est complètement à côté de la plaque. Voilà, à première vue, mais on peut se tromper aussi, on a droit à l'erreur. Eh bien, je crois que c'était la dernière question. Donc, vous serez envoyé dans la journée. Ah non, hop, pas dernière question. On continue. Comment jongler avec le fait de devoir montrer qu'on est suffisamment avancé pour donner envie, solution, marché, client, tout en devant démontrer qu'on a besoin d'argent pour se développer? C'est la ligne de crête de l'EIC. C'est nous, la plupart des candidats, enfin des candidats et des lauréats qu'on voit, on va dire, ils ont déjà, enfin, en fait, vu que l'EIC, il faut se dire, ils veulent financer des projets qui sortent pas non plus de nulle part, qui ont quand même une crédibilité, donc montrer qu'il y a un écosystème autour. Sinon, enfin en tout cas le IC accélérateur. Sinon, il y a d'autres instruments au niveau national ou quoi qui permettent d'arriver au niveau de maturité attendu. Donc ça, c'est le premier point sur le côté on atteint un certain niveau. Après, montrer qu'il y a des clients, ça veut pas dire, enfin, il peut y avoir des clients gratuits entre guillemets, ils font des tests, etc. Avoir des clients, ça ne veut pas dire que vous êtes financièrement autonome et viable. Et ensuite montrer de l'intérêt d'investisseurs. Nous, généralement, on voit des premières levées de fonds avec des business angels, mais c'est des levées de fonds à 1 million, des choses comme ça. Et les besoins de l'EIC, ça on l'a pas évoqué, mais les lauréats, le ticket moyen, ça va être du 8 à 10 millions d'euros, enfin 2 millions de subventions et 6 à 8 millions d'investissements, sachant que l'EIC investit que 50% du tour. Donc, c'est des gens qui ont vocation à lever dans les prochaines années entre 12, 16, 20 millions d'euros. Et généralement, ils ont déjà réussi à mobiliser des fonds privés, mais il y a des besoins qui sont énormes derrière. Et il y a un trou d'air, il y a personne, il y a tout le monde qui est là, il y a trop de risques, on ne veut pas y aller. Donc le IC vient avec, et vous avez un peu épuisé les financements nationaux, le IC vient avec sa subvention, ça des risques et avec l'investissement qui fait effet levier. Mais oui, on confirme, c'est l'exercice qui n'est pas si évident que ça, de démontrer qu'on est très fort, mais qu'on a quand même besoin d'aide. Donc voilà. Mais c'est la démonstration de traction de marché, de la proposition de valeur que vous allez proposer une fois que tout ça sera arrivé à maturité, et puis déjà d'avoir réussi à embarquer des gens avec vous, peut-être des investisseurs, des tours de table. Alors, on n'a pas remis à jour cette stat, je crois pas, Gorka, mais globalement, ce sont des gens qui avaient très largement levé de l'argent avant, voilà, donc, et pas des petites sommes parfois. Donc, eh bien, je crois que c'était la dernière question. Donc, vous recevrez par email le lien vers le support de présentation ainsi que le lien vers le replay. Donc, c'est-à-dire que vous aurez tous les liens utiles que vous avez vus dans la présentation et que vous allez pouvoir consulter à tête reposée. On vous invite bien entendu à regarder la documentation qui est à disposition. On essaye d'avoir dessiné la plus pédagogique possible. Et puis après, effectivement, si besoin de rentrer un peu plus dans le détail, de prendre contact avec nous. On est à votre disposition. Et dans cette même présentation, il y a l'adresse générique qui a été présentée tout à l'heure. Donc, vous pouvez nous consulter. Gorka, si tu veux dire un mot de fin.
tu peux. Non, non, mais bon, enfin, merci pour votre participation. On est à votre disposition. On va rentrer dans une phase un peu chargée de préparation des boîtes aux oraux qui vont passer en juin. Donc aussi, on aura peut-être un petit délai dans les propositions de rendez-vous ou quoi, mais on essaie de répondre à minima rapidement aux mails et on peut vous envoyer d'autres ressources complémentaires pour vous aider à avancer dans votre processus de réflexion et on pourra ensuite voilà, avancer tous ensemble dès que le petit pic d'activité sera passé sur votre candidature à l'EIC Accélérateur. Très bonne journée à tous. À bientôt. Merci, au revoir.